Vendredi 21 juin 2019, le dernier numéro pour le compte de cette semaine démarre ainsi que des sujets passionnants ce soir sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. On démarre tout de suite avec la météo. Voilà, nous profitons pour faire un coucou aux populations d'Alada dans le département de l'Atlantique. Le grand rendez-vous se poursuit. Ce soir, nous avons 4 rubriques au menu. Les changements climatiques touchent toutes les couches de la société et pour y faire face, l'engagement de tous est primordial. Un engagement qui peut s'exprimer à travers le militantisme. On en parle dans Nature et Bien-être. Nul n'est censé ignorer la loi, mais au Bénin, les lois ne sont pas connues de tous. Avoir un accès facile aux lois pourrait être un début de solution. L'expert aujourd'hui s'y intéresse. La série sur les métiers du cinéma continue. Metteur en scène, on le confond souvent avec le réalisateur. Est-ce à tort ou à raison? Quelles sont les attributions du metteur en scène au cinéma? Nous recevons pour vous ce soir dans Horizon Culture un metteur en scène pour en parler. Que vous le portiez tous les jours ou pour les grandes occasions, que vous aimiez l'offrir à votre proche ou le recevoir en cadeau, il y a plusieurs raisons d'aimer le parfum. Le parfum, nous vous parlons donc d'une de ces raisons ce soir. Le parfum comme identifiant. On en parle dans Beauté au pluriel. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le 1945. Estelle Pazou est déjà là pour la présentation des titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Agnès Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La CAN Égypte 2019 a démarré aujourd'hui. Dans l'attente du premier coup de sifflet, les supporters du marché d'Antokba nourrissent des souhaits pour l'équipe nationale. Ils ont aussi quelques doléances pour ne rater aucun match. D'où vient le Ahayoué tant aimé par les Béninois? Comment se prépare-t-il et où peut-on en trouver? Rebecca Adjinanko nous apporte toutes ces réponses dans un reportage qu'elle a réalisé. Et puis pour finir, Akambi Akala, comédien béninois, viendra nous parler de la place du cinéma béninois sur la scène internationale. Et tous les détails sont à suivre à 19h45. Voilà, on est très pressé de vous retrouver à 19h45, Estelle Pazou. Donc, on reste en attente. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. Le premier plateau peut s'installer. Nature et Bien-être. Voilà, vous le savez, les changements climatiques touchent tout le monde. Eh bien, des jeunes ont décidé de militer pour la cause des changements climatiques. On en parle dans un instant, mais avant, on suit ce reportage.
Aujourd'hui, le taux de natalité évolue selon une courbe vertigineuse, une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. À la recherche de mieux-être, l'homme est obligé de s'adonner à certaines activités qui ont des effets néfastes sur son cadre de vie. La pollution impacte tous les secteurs d'activité et tous les compartiments, à savoir air, eau et sol. Donc on peut bien parler de la pollution atmosphérique. C'est le rejet des émissions atmosphériques dans la nature. Et ces rejets, il y a une norme. Quand les normes dépassent ce qui est retenu dans la réglementation, ça entraîne des problèmes de pollution. Et on observe ça surtout dans les lieux de concentration tels que nos grands carrefours. Et il y a aussi des usines qui émettent aussi des polluants atmosphériques. Disposer d'un environnement sain et protéger le couvert végétal ne relève pas que de la responsabilité de l'État, mais aussi des collectivités ainsi que des industries. Ces derniers, de par leurs activités, polluent l'environnement. La réduction des émissions de polluants s'avère alors nécessaire. Vivre dans un environnement, c'est d'adopter des comportements qui assurent la préservation de l'environnement, mieux gérer les déchets à son niveau, ne pas envoyer des fumées qui renferment des substances toxiques dans l'atmosphère, ne pas jeter des eaux usées là où il n'en faut pas, préserver la qualité du milieu récepteur, utiliser des engrais biologiques au lieu des engrais chimiques. Selon les spécialistes, la pollution atmosphérique domestique est la combustion à l'intérieur de combustibles fossiles de bois. Voilà pourquoi, afin de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique, comme le stipule la substance du thème de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, les pouvoirs publics ont retenu un certain nombre d'activités. La plus importante est la sensibilisation des femmes fumeuses de poissons à l'abandon de leurs méthodes traditionnelles pour l'adoption d'autres techniques plus modernes et saines. L'Organisation mondiale de la santé montre que la pollution à l'intérieur tue plus que la pollution externe, parce que la pollution à l'intérieur se concentre. Et si vous vivez dedans, c'est un phénomène de bioaccumulation. Alors qu'à l'externe, il y a diffusion de ces polluants dans l'atmosphère. Là, ça peut diluer les effets. Selon le site de l'ONU pour l'environnement, 92% des personnes dans le monde ne respirent pas de l'air pur. Et la pollution de l'ozone au niveau du sol devrait réduire le rendement des cultures de base de 26% d'ici 2030. Retour au plateau pour discuter avec notre invité. Nous recevons pour vous ce soir, mesdames et messieurs, Armel Ulrich Sounou. Il est activiste, il est membre justement du collectif Citoyens pour le climat. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors moi déjà, je veux vous poser une question parce que cela m'intrigue. Qu'est-ce qui pourrait justifier l'engagement de la jeunesse pour la préservation de l'environnement? Merci beaucoup. Je pense que l'environnement est très important et aujourd'hui les conséquences sur l'environnement c'est plutôt les jeunes qui subissent. On ne sait peut-être pas d'où la portée de tout ce qu'il y a comme conséquence, mais majoritairement c'est la jeunesse qui subit tout ce qu'il y a comme conséquence au niveau de l'environnement. Donc il est de bon ton quand même que cette jeunesse se lève pour que dans le futur, d'autres générations ne puissent pas vivre les mêmes réalités. Aujourd'hui, nous avons des difficultés alimentaires, nous avons des problèmes d'emploi. Peut-être ce n'est pas lié directement au changement que nous apportons au niveau de notre environnement, mais tout ce que nous avons comme activité anthropique finissent par avoir des conséquences que nous ne mesurons pas directement, mais qui indirectement impactent la vie de la jeunesse. Ça se comprend pour vous donc des faits isolés, fédérés ensemble, peuvent aussi être source de difficultés pour l'environnement. Exactement. D'accord, donc le rôle de la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques, ce serait quoi? Le rôle de la jeunesse aujourd'hui, c'est de veiller à ce que tout ce qui est ressources, droits et qui a été voté puisse être appliqué afin que nous puissions aller vers des projets de développement qui intègrent
la notion de développement durable. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est vrai, les jeunes se révoltent pour essayer de préserver la planète pour les générations à venir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est à partir de la planète. C'est la Terre qui nous offre tout ce que nous avons aujourd'hui. Et l'homme ne fait que remercier la Terre de façon négative. Nous ne faisons que de détruire cette terre-là. Donc, il est bon pour que cette jeunesse se réveille et veille consciemment à ce que tous les projets que le gouvernement ou tout État va mettre en œuvre pour le développement de l'État puissent être un projet qui respecte l'environnement. D'accord, mais est-ce que vous avez l'impression que les jeunes comme vous et moi, évidemment, on est conscients de l'importance de notre rôle pour la préservation de notre environnement? C'est vraiment heureux parce que si vous le voyez depuis je vais dire, quelques années avec l'arrivée de l'Internet, les jeunes sont de plus en plus conscients de l'importance de la préservation de notre environnement. Ça, vous pouvez le constater par le nombre d'associations qui naissent aujourd'hui sans moyens au niveau de la jeunesse pour quand même essayer d'assainir notre cadre de vie, pour quand même nous lever et aller contre les projets qui n'avantagent pas le développement durable. D'accord, et donc vous en particulier avec le collectif citoyen pour le climat, vous avez des actions que vous menez pour la sauvegarde de l'environnement. Quelles sont quelques actions? Voilà, il y a beaucoup d'actions que nous menons. Comme je l'ai dit, le collectif citoyen pour le climat est un collectif de citoyens, d'associations regroupés ensemble pour fédérer les efforts afin que ça ait un plus grand impact. Nous accentuons plus nos actions au niveau de la population, de la couche la plus vulnérable, parce que l'information parfois ne parvient pas à la couche la plus vulnérable. Et nous pensons que c'est parce que cette couche-là n'est peut-être pas à un degré de compréhension que cette couche-là continue d'avoir des comportements qui ne sont pas écologiques. Alors qu'en réalité, quand vous vous approchez d'eux, vous constatez que cette couche-là n'a pas l'information. Donc notre rôle à nous en tant que jeunes, c'est d'apporter l'information à cette couche-là. Il y a à travers la sensibilisation, à travers les solutions, parce que quand vous apportez une information à un problème et que vous n'apportez pas une solution, c'est difficile dans un pays en voie de développement que les gens adoptent. Mais quand vous allez les voir et que vous discutez avec eux, vous leur expliquez ce qui a comme conséquence dans certaines pratiques et que vous leur apportez des solutions, là, vous allez constater que de plus en plus, les gens prennent conscience de l'importance de la préservation de la nature. D'accord, d'une façon ou d'une autre, c'est beaucoup plus facile de prêcher par l'exemple. Il faut donc que les jeunes comme vous qui s'intéressent à la préservation de l'environnement puissent donner le bon exemple dans leur communauté. Exactement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons de plus en plus à la jeunesse d'investir dans l'économie verte, d'investir dans les projets verts, afin que demain, nous puissions avoir un environnement sain. D'accord, ce qui est surprenant, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'avoir des jeunes qui s'associent pour lutter ensemble, pour fédérer ensemble, pour travailler ensemble. Mais vous avez réussi à vous mettre ensemble. Qu'est-ce qui a pu vous permettre de fédérer autant d'ardeur autour de ce projet? Je pense que c'est toujours la même chose. C'est l'envie d'aller vers l'avant, d'impacter plus. Vous savez, nous sommes maintenant aujourd'hui dans le Bénin, si je prends seulement le Bénin, beaucoup pour nos activités par exemple, nous arrivons à atteindre plus de 50 associations. Mais chaque association peut-être reste dans sa localité, chaque association essaie d'utiliser ses moyens et d'utiliser l'information qu'il a à son niveau. Parce que le pouvoir, c'est l'information. La recherche de financement, c'est l'information. Et aujourd'hui, nous avons quand même des organisations qui ont l'information là, mais qui ne savent pas comment transmettre cette information à toutes les autres associations. Fédérer aujourd'hui est un avantage pour chacun de nous parce que nous pouvons partager les informations, partager les expériences et aussi avoir plus d'impact en organisant des activités qui regroupent tout le monde et qui peuvent être réalisées sur l'étendue du territoire, peut-être parfois même simultanément. D'accord, le Bénin en tant qu'État amène quand même beaucoup de démarches pour la préservation de notre environnement et s'assurer que les populations vivent dans de bonnes conditions. Est-ce que pour vous c'est suffisant, tous ces efforts-là? Ce n'est jamais suffisant quand il y a beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une majorité de la population qui vit dans la précarité. Et cette population, même si elle est consciente des impacts des comportements qui ne sont pas écologiques,
ces populations se disent quelque part contraintes à continuer ces pratiques-là, faute de solutions, d'approche de solutions. Donc nous, aujourd'hui, nous essayons avec les politiques d'apporter cette solution. En réalité, nous ne sommes pas là pour critiquer l'État en place ou les dispositions qui sont en place, mais pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons veiller aux projets et voir si tous les projets intègrent la notion de la préservation de l'environnement. Est-ce que les projets respectent les tests prescrits dans le cadre de la protection de l'environnement? Nous sommes également là pour proposer des solutions. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer. Nous sommes là également pour proposer des solutions au pouvoir, pour que le pouvoir puisse intégrer dans ce qui aura comme ressource droit le nécessaire pour que demain nous puissions aller vers de l'avant. Alors, quand on discute avec vous, hein, ça c'était en coulisses, mesdames et messieurs, vous n'étiez pas là, mais vous, quand vous parlez souvent, vous parlez de population à la base, vous parlez de pêcheurs, vous parlez d'agriculteurs. Pour vous, donc, vous avez une cible bien précise. Pourquoi cette cible? Nous avons choisi la population à la base parce que, vous savez, dans cette population à la base, tout le monde n'a pas les moyens d'aller sur Internet se former, tout le monde n'a pas l'information, si je peux dire en gros, l'information, il y a, figurez-vous, des villages où des gens ne sont même pas, ne sont pas venus en contact avec la télévision ou la radio depuis des années. Cette population, les tests qui sont votés, les nouvelles, la technologie mise en place, cette population n'est peut-être pas informée de ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons vers eux. Quand vous prenez par exemple les déchets plastiques, cette population ne sait peut-être pas que consommer de l'aliment chaud dans un élément plastique est nocif pour sa santé. Mais dès que vous lui faites comprendre cela, dès que vous faites des exemples, vous prenez par exemple quelque chose chaud et que vous mettez dans un sachet devant eux, qu'ils ne constatent pas eux-mêmes que ça pourrait être nocif pour leur santé, cette population prend conscience et commence à vous poser des questions, à savoir si nous ne pouvons pas utiliser ça, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? D'accord, alors le sens de l'engagement de la jeunesse hein, pour la préservation de l'environnement, pour vous, tout le monde devrait en faire sa chose. Je pense que tout le monde doit s'investir dans l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement l'État, l'environnement, ce n'est pas seulement le pouvoir en place, l'environnement, ce n'est pas seulement les lois, l'environnement, d'abord, c'est individuel, la préservation, c'est d'abord individuel, ensuite, c'est collectif. Merci beaucoup Armel Ulrich Sounou. Nous rappelons que vous êtes membre du collectif citoyen pour le climat. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de l'engagement des jeunes dans la préservation de l'environnement. Le premier plateau du Grand Rendez-vous s'achève ici et cette place à beauté au pluriel. Voilà, souvent c'est devenu une astuce beauté ou un quotidien, on le fait toujours sans s'en rendre compte, une petite pousse de parfum par-ci ou une autre par-là. Comment choisir son parfum? Est-ce qu'on peut s'en passer? Autant de questions qu'on va aborder avec Fulgencia Rotondi et son invité dans un instant, mais avant on suit ce reportage. On peut vous identifier par votre parfum, à chacun sa senteur. Alors que certaines personnes supportent les senteurs fortes, d'autres ne jurent que pour des odeurs douces. Elle devient parfois une signature. Oui, je mets des parfums lorsque je vais aller à une soirée ou bien je dois raconter quelqu'un de très spécial. Lorsque moi je mets des parfums qui ont des odeurs un peu trop fortes, bon, je t'ennuie. Donc c'est pourquoi je fais mes choix sur les parfums qui sont un peu calmes. Ça fait remarquer. Quand je passe ça, certaines personnes demandent à savoir quel parfum je passe. Ah oui, moi j'adore les parfums. J'en ai même plusieurs senteurs à la maison. Je varie l'utilisation des fois parce que je ne voudrais pas que ça soit toujours la même chose. De moyenne ou de haut de gamme, pour déterminer la bonne senteur, les critères de sélection varient d'une personne à une autre. Bien plus qu'une odeur, le parfum peut témoigner de la bonne hygiène. Je les amène à essayer les testeurs pour voir l'odeur de chaque parfum. Il y en a qui viennent avec le nom du parfum, qui demandent « Vous avez ça ?» Je leur dis « Non, on n'a pas ça, on a tel. Vous pouvez essayer le testeur, voir, ils disent non. Qui ne veut pas essayer, c'est juste ça, il veut. Personnellement, je vais seul. Je vais seul pour faire mes choix du parfum parce que je ne sais pas l'autre qui va m'amener à faire le choix, qui va mettre ça sur lui. Donc c'est moi-même. Pour moi, la marque ne compte pas, juste que c'est l'odeur. Si l'odeur est bonne pour moi, moi je fais mon choix.
le jour de la fête de la Saint-Valentin, je suis rendu dans une boutique pour payer de parfum à ma petite amie qui en voulait, juste pour lui faire une surprise. Donc quand je suis rentré dans la boutique, et la dame qui était là, elle m'a orienté vers un parfum qui était à la mode. Donc j'ai dû acheter ça. C'était dans un espace fermé, un espace climatisé, donc la personne avait déjà mis son déodorant, croyait que bon, c'était déjà camouflé, mais l'odeur corporelle prédominait et ça mettait mal à l'aise tout ce qui était là. Mais personne, évidemment, n'avait pas le courage de se rapprocher de cette personne et de lui dire, écoutez, madame, voilà, il y a ci, il y a ça. C'est un peu gênant, vous voyez, c'est un peu frustrant. Au cou, à la nuque ou derrière les oreilles, selon les spécialistes, le parfum constitue un véritable atout de séduction. Atout de séduction, je me demande pour l'homme ou pour la femme. Fulgencia Rotondi nous répondra peut-être. Fulgencia Rotondi, bonsoir. Bonsoir Agnata. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Vous avez choisi de parler du parfum. Ah oui. Oui, mais quand vous parlez parfum, vous passez beaucoup plus à l'homme ou à la femme? Bon, les deux, hein, parce que l'homme aussi met des parfums. C'est un atout de séduction aussi pour l'homme? Tout à fait. D'accord. Pour séduire sa bien-aimée. Voilà, comme le monsieur qui voulait un cadeau spécial. Merci à vous pour le choix du sujet. Nous recevons ce soir Elfej Adjibodou. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est très bien prononcé. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Prie, c'est un plaisir. Donc avec vous, on parle du parfum en tant que signature. Le parfum en tant que signature, oui. Et bien d'entrée de jeu, il faudrait que je le dise, dans l'élément témoin que nous venons de suivre, beaucoup ont parlé d'odeur. Aujourd'hui, nous parlons de parfum, donc beaucoup plus de senteur et non d'odeur. Alors, Madame Elfej Adjibodou, le parfum reflète l'identité d'une personne. À votre avis, il faut le garder ou choisir plusieurs? Le parfum réellement révèle l'identité d'une personne. Déjà, il faut notifier que le choix des ingrédients repose sur cette identité-là, sur le choix des senteurs qui peuvent correspondre à telle personne et ne pas correspondre à une autre personne. Donc, bien évidemment, c'est bien de garder un parfum qui peut révéler votre personnalité, un ou deux parfums. C'est bien d'élargir aussi sa palette olfactive et de découvrir d'autres. Donc voilà, l'un ou l'autre, c'est en fonction du choix personnel et bien évidemment, le parfum révèle l'identité. Mais il faut dire hein, qu'une personne peut choisir de mettre tel parfum et l'autre aussi choisit de mettre le même parfum, mais ça ne va pas donner le même résultat. Oui, bien sûr. Tout simplement parce que les ingrédients que compose un parfum, telle personne peut les trouver agréables et l'autre personne non. Prenons tout simplement l'odeur de l'orange. Si j'aime bien la senteur de l'orange qui est dans ce parfum et l'autre personne ne l'aime pas, forcément il ne va pas l'aimer. Et en fonction de cela, je fais le choix aussi. Notons que le parfum, comme on l'a déjà dit, révèle l'identité. Donc un parfum peut plutôt plaire à quelqu'un qui est plutôt calme, plutôt doux. Et il ne va pas forcément plaire à quelqu'un qui est plutôt énergétique ou vif ou beaucoup plus passionné. D'accord, mais qu'en est-il du parfum lui-même? Est-ce que parce que nous portons le même parfum, quand nous passons, c'est la même senteur que tout le monde sent? Non, pas forcément, parce que chaque personne a son empreinte olfactive, c'est-à-dire que l'odorat est propre. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'odorat chez une personne. Ça peut être les gènes, le régime alimentaire, ça peut être l'état de santé et surtout la température corporelle qui n'est pas semblable chez tous les individus, ce qui fait que voilà, certains qui ont peut-être une peau plus grasse, d'autres qui ont une peau plus sèche, tout cela, ce sont des facteurs qui déterminent la température qui va agir sur la senteur, ce qui fait que telle personne ne va pas forcément sentir un parfum de la même manière qu'une autre personne. D'accord, on se comprend alors. Tout le monde n'aura pas la même senteur avec le même parfum. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs Agnata certaines personnes à créer même leur mélange de senteurs. Oui, mais pendant longtemps, nous, on a pensé que c'était une affaire de riche, hein, avoir une senteur particulière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle fait chez vous l'experte? Pas forcément une affaire de riche. Il suffit de voir un parfumeur et vous lui proposez, vous lui faites part de vos attentes, de vos goûts en fonction de senteur. Et lui, il va ajuster tout ça justement pour créer un équilibre et vous faire sortir quelque chose qui vous correspond. D'accord. Est-ce que c'est si facile
d'avoir déjà les senteurs initiales, de les mettre ensemble. Ça me paraît un peu trop chimique tout ça. Non, pas il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître, c'est vrai, mais en parlant de senteurs chimiques, il y a les senteurs chimiques, les senteurs naturelles. Et de nos jours, c'est pas... En fait, souvent, la plupart des gens pensent que les senteurs chimiques sont peut-être nocives ou qu'elles sont pas... qu'il faut moins les préférer par rapport aux senteurs naturelles. Pas forcément, parce que les senteurs chimiques peuvent, par exemple, prolonger la durée de senteur. Et cette capacité de prolongation ne peut, par exemple, pas être présente au niveau des senteurs naturelles. Ce qui fait que j'aime bien, pas que je me coupe, j'aime bien qu'on parle de la durée de prolongation. Oui. Hein, parce que souvent, on a l'impression que plus le parfum est cher, plus il dure. C'est-à-dire qu'il peut faire 24 heures, mais il y a des parfums de 1000 francs qui peuvent faire durer 3 à 4 jours sur votre tenue. Ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas une affaire de coût. Non, ce n'est pas une affaire de coût. Et déjà, il faut savoir que le parfum vaporisé le matin ne suffit pas pour durer pendant toute la journée. Ah, mais c'est ce qu'on nous fait, c'est de la publicité mensongère. 24 heures. Oui, on met 24 heures, mais non, parce que c'est vrai que, voilà, comme on l'a dit, ça dépend de la palette olfactive, ça dépend des ingrédients que compose ce parfum, mais il faut le vaporiser 2 à 3 fois au long de la journée. Mais comment on vaporise? J'aurais aimé qu'on ait un parfum ici. Ah oui. Parce qu'il y a des choses comme moi, on est toujours dans... Justement, je crois qu'elle a amené... On en met beaucoup. On en met beaucoup, on en met un peu partout. Déjà, il y a des échantillons comme ça. D'accord, les tout petits. Les tout petits échantillons. Quels sont les endroits stratégiques? Les endroits stratégiques, ce sont les endroits où la chaleur du corps se dégage le plus. C'est-à-dire le creux des poignets, là. Sous le lobe de l'oreille et pas derrière. Sous? Oui, voilà. Juste là. Juste là, au niveau du cou. Au niveau du cou. Et pourquoi pas au niveau des genoux aussi, le creux, l'arrière des genoux. Parce que... Le creux? Oui, je vous explique pourquoi. Parce que le parfum a une odeur ascendante, ce qui fait que quand vous le mettez en bas, il a la capacité de faire monter l'odeur. Oui, mais et ceux qui mettent les parfums au niveau des aisselles? Au niveau des aisselles... C'est pas recommandé. On dit c'est les déodorants, mais d'autres... Les déodorants, c'est mieux, mais les parfums, non. Enfin, c'est bien parce que, voilà, la chaleur est au niveau des aisselles. C'est vrai que, voilà, l'odeur... Mais voilà, il y a aussi la transpiration. Il faut éviter de boucher les pores au niveau des aisselles. Donc, voilà, les endroits stratégiques, c'est plutôt les poignets, le cou... sous le lobe de l'oreille et au niveau des genoux. En quel moment vous n'avez parlé du tissu? Et la poitrine sur le tissu. Mais on le met sur le tissu directement? On peut le mettre sur le tissu ou à 20 cm de la peau. 20 cm? Oui. 20 cm, ça fait combien? 20 cm... Comme ça? Je le mets comme ça? Non, c'est pas 20 cm, c'est déjà trop éloigné. Oui. 20 cm comme ça, alors? Là. Juste là? Oui. Voilà. Si c'est au niveau de la peau. D'accord. Alors, et pour ceux-là qui n'arrivent pas à sentir des senteurs fortes, quelle attitude il faut adopter? Tout simplement, il faut déjà voir les ingrédients, parce qu'il y a certains ingrédients qui sentent plus forts que d'autres, donc ça dépend de la senteur individuelle, voilà. Et ne pas oublier que la chaleur aide à amplifier les arômes, ce qui fait que, oui, bien sûr... Sous les tropiques, le parfum sent mieux alors? Bon, disons, voilà, donc si nous sommes, enfin, c'est vrai qu'on est au Bénin, il fait pratiquement tout le temps chaud, voilà, préférez un parfum qui sent léger et avec la chaleur, voilà, l'odeur va s'amplifier pour quelqu'un qui ne supporte pas une forte odeur. Alors, il faut le dire, c'est bien beau de mettre le parfum, mais il ne faut pas négliger les règles d'hygiène. Oui, il ne faut pas négliger les règles d'hygiène. Parce que ça ne corrige pas l'hygiène, finalement. Voilà. Parce que ça ne corrige pas l'hygiène? Non. Pas du tout. Non, bien sûr, pas du tout. Donc, ça ne sert à rien de mettre le parfum quand on a déjà transpiré après 24 heures ou voilà, après une longue soirée, on veut remettre le parfum pour sentir bon, non. Il faut une bonne douche déjà, se sentir fraîche pour mettre le parfum. Voilà, éviter les mélanges qui seront pas du tout agressifs et pas du tout agréables à l'odorat. Mais quand on parle de parfum, c'est vrai qu'il nous reste peu de temps, on parle de parfum comme signature. C'est vrai qu'on se rend compte parfois à un milieu professionnel ou ailleurs, la personne peut passer des heures après. Et l'odeur reste. Telle personne est passée par ici. Oui, bien sûr. Parce que quand on prend un parfum déjà, notons que nous avons plusieurs notes, 3 notes. Disons la première note, la note de tête, celle que vous sentez dès qu'on vaporise. La note de cœur qui vient quelques minutes après la note de tête. Et la note de fond, c'est celle-là qui reste
Lorsque voilà, vous sentez un parfum et même quelques heures après, l'odeur voilà, vous revient, ou même peut-être des jours après, vous sentez l'odeur quelque part et puis vous vous rappelez de ce parfum-là. Donc voilà. On a compris, hein, c'était très beau, le monde des parfums et tout. Ce que moi je retiens, c'est qu'il faut savoir où le mettre et ne pas négliger le creux du genou. Ça, je ne savais pas. Merci pour l'astuce. Alors, moi, je voudrais ajouter l'hygiène. Encore l'hygiène. Je sais autant dit l'hygiène, mais ne vous inquiétez pas, nos téléspectateurs, eux, ils sentent toujours bon. Donc, on compte sur eux, ils ont compris l'hygiène. On passe à présent à un autre plateau, Horizon Culture. Horizon Culture nous revient ce soir avec un autre des métiers inhérents au cinéma, le metteur en scène. Un metteur en scène, c'est quoi exactement? On en parle dans un instant, mais avant, on suit ce petit élément. Son rôle, organiser et s'occuper de la mise en scène d'une œuvre artistique. Au cinéma, le metteur en scène est responsable de l'aspect esthétique et dramatique de l'œuvre. Il dirige les acteurs et leur jeu. Il s'implique également dans la conception du décor, des costumes, de l'éclairage et du son. Pour être metteur en scène d'une œuvre cinématographique, il est indispensable d'avoir une connaissance profonde du texte de base. Les précisions qui s'y trouvent quant au lieu où se déroule l'action doivent être prises en compte dès le point de départ car elles sont déterminantes. Les lieux, les meubles et les accessoires indiqués dans le texte sont autant d'éléments essentiels qui devront entrer dans la conception des décors. Le metteur en scène s'implique donc dans une bonne partie de la production de l'œuvre cinématographique. Pour certains, c'est un métier qui concurrence fortement celui de la réalisation. Le metteur en scène qui concurrence le métier de réalisateur. Nous avons sur ce plateau un expert qui nous dira ce qu'il faut en retenir. On accueille Jennifer Sachili avec le sourire, un sourire grand comme ça. Jennifer, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous Agnès de nous recevoir et bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aussi pour saluer les téléspectateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, on ne les oublie pas, ils sont présents tout le temps, tout au long de l'émission. Les téléspectateurs sont là et nous écoutent et nous suivent, donc on les salue. Donc, mesdames et messieurs, on reçoit pour vous ce soir Claude Balogun, un visage que vous connaissez certainement. Bonsoir Claude. Bonsoir, chère Merci d'être dame. avec nous. C'est moi. Ce soir, on parle du metteur en scène, un substitut du réalisateur. Est-ce vrai ou est-ce faux? On commence. Non, je pense que le metteur en scène et le réalisateur sont deux métiers importants du cinéma et au cinéma et au théâtre. Vous voyez, le metteur en scène au théâtre est le chef d'orchestre. Celui qui conçoit les mouvements, celui qui dirige les acteurs, celui qui fait le choix artistique des musiques, des lumières et des extraits de texte, celui qui conçoit également le décor, la scénographie et autres. Mais il ne fait que concevoir, il ne fait que diriger. Il y a d'autres sous-métiers qui existent dans le théâtre qui accompagnent le metteur en scène. D'accord. Mais au niveau du cinéma? Oui, je voudrais commencer par le théâtre. Non, on s'intéresse au cinéma. Pour en arriver au cinéma. Alors, donc, il y a des métiers qui accompagnent le metteur en scène au théâtre pour mettre en place tout ça. Le régisseur, même le comédien, le scénographe, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, au cinéma, la réalité est autre. Le metteur en scène travaille sous le réalisateur. Sous la direction du réalisateur. Parce que c'est le réalisateur qui fait les choix esthétiques. Au théâtre, c'est le metteur en scène qui répond des choix esthétiques. Ah, d'accord. Mais au cinéma, c'est le réalisateur qui répond des choix esthétiques. Et le metteur en scène accompagne le réalisateur dans la mise en bouche des textes, dans même des fois la mise en espace des mouvements, dans la direction des acteurs
est dans un travail beaucoup plus complexe vis-à-vis des techniciens et les acteurs. Okay. Mais est-ce que vous pensez que sa présence, la présence du metteur en scène sur une production cinématographique est indispensable? Parce qu'il y en a parfois qui s'en passent. Oui, on s'en passe volontiers beaucoup plus en Afrique. Oui. Lorsqu'on sait que les budgets de production en Afrique ne sont pas énormes, on se dit, si la plupart des réalisateurs en Afrique partent un peu du théâtre, partent un peu de la mise en scène. Et lorsque vous allez vous faire former dans les écoles, on vous donne des bribes de direction d'acteurs, et on se dit, bon, on peut le faire. Mais lorsque vous travaillez dans une grosse production, avec beaucoup plus de matériel, avec beaucoup plus d'hommes à diriger, à gérer, il est beaucoup plus conseillé de laisser un pan du travail au metteur en scène qui s'occupe de ça lorsque vous, en tant que réalisateur, vous êtes concentré dans l'option des plans et autres. Donc voilà. Donc vous estimez quand même qu'il est important. C'est important lorsqu'on a une production assez énorme. Si vous avez une production d'une trentaine de personnes sur le plateau, ce n'est pas nécessaire. Mais ceci étant dit, on peut prendre, et lorsque vous êtes en train de tourner une séquence, vous laissez le metteur en scène préparer la séquence suivante à tourner en discutant, en travaillant avec les acteurs pour qu'ils aient le test avant d'arriver. D'accord, mais est-ce que sur le terrain, Jennifer Sativi, il n'y a pas de conflit d'attribution entre le réalisateur et le metteur en scène? Si c'est deux professionnels qui connaissent leur métier, il n'y a pas de conflit d'attribution. Parce que le metteur en scène sur le plateau ne peut pas diriger les acteurs, ne peut pas faire des options artistiques s'il n'en discute pas avec le réalisateur. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important. Véritablement, il y a un document de travail sur les plateaux qu'on appelle découpage technique. Lorsque le découpage technique est bien fait par les assistants réalisateurs, validé par le réalisateur, véritablement, c'est ce document que tout le monde utilise. Même le metteur en scène fait référence à ce document avant de travailler avec les différentes personnalités sur le plateau. Alors, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ok, donc on peut dire alors que les deux métiers se complètent. Obligatoirement. Parce que l'objectif sur un plateau, c'est le film. Ce n'est pas de montrer, moi je fais bien. Hier, j'étais en tournage sur mon plateau, Multicam, excusez-moi, et je me suis rendu compte très rapidement que sur une prise précédente, l'un des cadreurs n'est pas content de l'image qui est passée. Mais ne me l'a pas dit et va dire à une personne lambda. Est-ce que vous voyez? Or, en tant que réalisateur, je suis bien obligé de savoir si toutes les caméras ont les mêmes images. Et si ce n'est pas bien, on reprend. Alors, donc, l'objectif, c'est le film. Ce n'est pas « j'ai bien fait, moi tout seul ». Donc, le metteur en scène n'a pas intérêt à discuter la place du réalisateur, à contredire le réalisateur, et contraire, il aide le réalisateur dans son travail pour que le comédien qui va passer dans 2 minutes puisse être apte, pour qu'on ne perde pas du temps. Vous savez, au cinéma, lorsqu'on perd du temps, on perd des bandes. Oui. Et lorsqu'on perd des bandes, le montage est compliqué après. Oui. Et pour ne pas perdre du temps, le metteur en scène fait son travail, le décorateur fait son travail, l'éclairagiste ou le directeur photo fait son travail, et en synergie et en complémentarité. D'accord. Mais vous, par exemple, qui avez les deux casquettes, à la fois metteur en scène et réalisateur, est-ce que sur une même production, vous pensez, si vous êtes réalisateur sur une production, par exemple, avoir un autre metteur en scène ou vice-versa? C'est déjà arrivé. Mastakoul a déjà été metteur en scène sur mes plateaux. NSKO a été metteur en scène sur mes plateaux. J'ai été metteur en scène sur le plateau de Yann Chenou, vice-versa. Donc, vous savez, le travail d'artiste et de créateur, être bon là-dedans, c'est avoir l'écoute, avoir la tolérance, avoir l'œil, avoir beaucoup plus de réflexes, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, si vous n'avez pas la tolérance, vous ne pouvez pas travailler avec d'autres et sous d'autres. Vous savez, le film que j'ai eu à tourner récemment avec les Espagnols, Un Mundo Prohibido, sur ce gros plateau, il est arrivé que moi, je n'ai même pas pu
m'approcher du plateau de tournage parce que j'étais confiné dans le rôle de producteur délégué. Ok. Et vous voyez, j'ai tellement de travail à faire que je brûlais d'envie de me rapprocher des caméras que je n'ai jamais vues, de me rapprocher du plateau, de me rapprocher des techniciens espagnols qui travaillaient, mais je ne pouvais pas. D'accord, donc il faut en fait que chacun reste dans ce couloir. Voilà. Parce que lorsque ça ne marche pas dans le couloir, c'est qu'on crie sur moi en tant que producteur délégué. Et c'est vous qui répondez de ça. Et c'est moi qui réponds dans ce secteur. Je les laisse travailler. À un moment donné, l'assistant réalisateur béninois, Akkad, et moi, on s'est engueulé, alors que c'est moi qui l'ai recruté. Alors on s'est engueulé parce qu'à un moment donné, il disait un truc, et j'ai dit non, dans le budget, il n'y avait pas. Et puis on ne s'est pas entendu, finalement, on s'est compris. Donc ça arrive très fréquemment parce qu'il a voulu se déplacer légèrement. Moi aussi, j'ai voulu me déplacer légèrement de mon couloir et ça a pété rapidement. Mais on s'est compris. Et puis le film était ce qui était. Donc le plus important, c'est la complicité sur le plateau. Obligatoirement. On ne peut pas faire le cinéma si on n'est pas complice. D'accord, Jennifer, est-ce qu'on a le temps de parler de la formation du metteur en scène? Bien sûr, mais si vous permettez très rapidement, j'aimerais bien demander à Claude Balogun, est-ce qu'il y a une touche particulière que le metteur en scène apporte dans le domaine du cinéma et qui va se faire ressentir quand il n'est pas là? C'est l'économie, la rapidité, l'esthétique, la réussite des techniciens et des comédiens. Lorsque tu es seul à être réalisateur et metteur en scène, tu n'as pas le temps de tout voir, de tout régler, de tout calibrer avant qu'on dise top action. Alors, à partir de cet instant, nous sommes obligés de laisser une partie du travail artistique au metteur en scène qui doit assurer ça professionnellement pour que le produit qui vient à nous, lorsque les caméras sont prêtes à tourner, soit un produit déjà bien préparé. D'accord, merci beaucoup. Jennifer Sachevi, on a donc compris, hein, maintenant on peut parler du métier de metteur en scène. Comment est-ce qu'on devient metteur en scène? On devient un metteur en scène, même réalisateur, en se formant d'abord. En se formant, et moi je parle toujours de deux types de formation. Il y a la formation qu'on appelle formation en apprenance, c'est-à-dire vous observez faire. Vous avez un petit don, mais vous développez ce don-là en lisant beaucoup, en faisant des choses, vous observez faire, vous participez à des workshops, des stages et autres, et vous vous perfectionnez. Mais la meilleure formation, c'est dans la quantité, dans l'expérience. Maintenant, l'autre formation classique est une formation diplômante dans les écoles. Et nous avons... On va éviter de citer aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup. On en a beaucoup. Aujourd'hui, bref, nous avons des écoles formelles qui forment les gens. Et nous avons aussi le campus, et ça, c'est pas la publicité. Ça, c'est clair. Et nous avons l'université qui forme aussi des metteurs en scène. Mais les compétents, les performants, c'est ceux qui sont restés auprès des maîtres. D'accord. Et des maîtres, il en existe. Dans la Cucu, un maître. Comment ça s'appelle Al-Gwindine, un maître. Kofi Gao, un maître. Ils ont fait leur preuve, hein, on les a vus à l'œuvre. Voilà, donc, on sait combien de films ils ont fait. Rester auprès de ces maîtres, les voir faire, les voir diriger les acteurs, les voir faire des options, des choix, véritablement ce qu'il faut faire après la formation diplômante. Merci. Je me demande aussi, Agnat, est-ce qu'on peut en faire un métier? Ah ben oui, on peut faire de la mise en scène un métier. Tola Koupi, je pense qu'il ne fait pas autre chose. Je pense qu'Al-Gwindi ne fait pas autre chose. Ousmane Alidji ne fait pas autre chose. Moi aussi, je suis metteur en scène. Et je pense que je ne vends pas de la tomate. Je ne fais que ça. Donc, on peut en faire un métier parce que un artiste, c'est quelqu'un qui crée une œuvre et qui met l'œuvre à la disposition d'un public. Et le public se crée, se nourrit, s'entretient. Est-ce que vous voyez, lorsque vous avez votre public qui a l'habitude de venir à votre spectacle, dans le public programme un spectacle CCF, ça va être plein. C'est clair, parce qu'on sait que c'est lui. Et il ne fait pas gratuitement. Il ne faisant pas gratuitement, il gagne de l'argent. Le gagnant de l'argent, il vit de son art. Claude Balogun, metteur en scène sur ce plateau, il nous a tout dit sur le métier, ce qui est sûr. Hein, si on s'en tient aux propos du réalisateur metteur en scène sur ce plateau, le rôle du metteur en scène sur une production cinématographique n'est plus à démontrer. Il est important, que dis-je, presque indispensable. Voilà, je suis d'accord avec vous, indispensable si on veut vraiment des résultats. Bonne fête de la musique à vous, hein, toute merci belle beaucoup. Que vous êtes. Merci, mesdames et messieurs, Merci bonne fête de la musique à vous accepté aussi. Il est l'heure du journal. On rejoint Estelle Pazot.
et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent qu'ils se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. À quelques heures du premier coup de sifflet de la CAN, les supporters du marché d'Antokpa ont pris les dispositions pour ne rien rater de la compétition, constat dans ce journal. Les chips de banane, encore appelés Akhayoé, sont bien connus des Béninois. Ils en consomment sous diverses formes. Origine et préparation du Akhayoé, c'est à suivre dans ce journal. Et puis, le cinéma béninois arrive à se faire une place sur la scène internationale. Mais en la matière, beaucoup de défis restent encore à relever. Un comédien béninois nous en parle. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 a démarré aujourd'hui. Un peu plus tôt, les incontournables de Cuiron, en attendant le premier coup de sifflet, ont pris des dispositions. Patrick Ayadi s'est rendu au marché d'Antokpa de Cotonou. Il est allé faire le constat et a recueilli les souhaits des supporters pour l'équipe nationale. Suivons son reportage. Alléluia, chantons, crions de joie, l'écureuil a déjà gagné. Plus les heures nous rapprochent de la sirène égyptienne, plus les passions se déchaînent au sujet des écureuils, ici au marché international de Dantokpa. Allez, 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 allez-y, oh c'est, allez-y les écureuils. Allez, allez, allez-y, oh c'est, allez-y les écureuils. Tout le marché applaudissant d'avance la victoire des écureuils du Bénin. Et puis je suis sûr et certain que les écureuils sortiront du huitième de finale. Et puis ils iront plus loin encore. C'est ça mon souhait pour mon équipe. Ça doit passer. Ça doit passer. Avec nos prières, ça doit passer. Ça c'est garanti. Et cette rencontre serait vraiment très très attendue. Et on souhaite vraiment que notre équipe sorte du pool et aller très loin. On peut faire que le sélectionneur tient toujours cet effectif qui fasse au Togo. Qu'il nous remporte la victoire, c'est tout, c'est tout. Il faudrait qu'il se batte là-bas. Je suis sur le sol béninois, je suis un béninois, je suis fier d'être un béninois. Donc je veux supporter les écureuils jusqu'à la fin et que du courage, ça va aller. C'est petit à petit, on progresse dans la vie. Donc je le soutiens 100%. Oui, je suis un Nigérien, mais aujourd'hui je vais devenir un béninois. Parce que je vis sous la sol béninois. Donc ce qui peut arriver sous les béninois, ça peut arriver sur moi. Allez, je vais motiver les collègues, les clients, les marchands qui sont là à être derrière les écureuils. On va voir le dé de la Sogema pour qu'il fasse un écran géant contre ce mur-là pour nous, pour que les marchands, les usagers du marché, au moins puissent visionner les écureuils en direct. Personnellement, j'ai pris mes dispositions dans ma boutique pour suivre le canal. Du début jusqu'à la fin. L'État a déjà mis les grands moyens pour que le peuple vive cette historique marche parce que notre pays, tout le peuple tient et sont derrière avec eux. L'immeuble blanche appelé Singbo là, de mettre un peu un écran géant là-bas, de là on va faire tout là pour ceux qui sont au marché. Incarne ton esprit, ton zèle dans les écureuils, l'équipe de notre nation afin qu'ils en aillent très loin et qu'ils se retrouvent au sommet, qu'ils marquent des buts extraordinaires
que l'Esprit les donne le don de dribbler très bien et qu'ils ne jouent pas dans le nom de Jésus. Et si possible, là, dans la dimension dans laquelle ils iront, et que l'Esprit Saint les emporte dans cette dimension afin que cela soit des témoignages pour cette nation d'éternité en éternité au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La fête du football sur le continent, usagers, marchands entendent la vivre dans les coins chauds du marché. Autre chose que les Béninois sont prêts à consommer sans modération, c'est le ahayoué. Ce sont des bananes coupées en petits morceaux et qui ensuite sont frites et vendues sous forme de boules. Ils en consomment souvent sans jamais se poser des questions sur son origine. Le ahayoué est un produit de consommation très prisé au Bénin. Il est vendu dans presque tous les coins de rue et dans les supermarchés de Cotonou. Rebecca Adjinankou. Communément appelé ahayoué, ce produit alimentaire fait à base de bananes plantain est souvent consommé comme amuse-bouche, goûter ou même comme un accompagnateur du petit déjeuner. Il est si ancré dans les habitudes qu'on oublie son origine. Le ahayoué traditionnellement a commencé sur la côte à la latitude de Anejo où nos grands-mamans pour gérer le stock des avaries faisaient le ahayoué. Et puis tout de suite d'autres contrées, quand vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, le ahayoué existe. Eux, ils font du talé-talé, c'est du ahayoué, tout ça là, c'est toujours pour gérer le stock d'avaries. Il y en a même qui disent claco. Croustillant ou mou, les goûts diffèrent d'un client à un autre et pour différentes raisons. Le ahayoué que je préfère, c'est le croustillant. Et j'exerce une activité qui m'amène à sauter souvent les repas. Et avec le ahayoué, j'arrive à tenir toute la journée. Le croustillant marche beaucoup plus, parce que le croustillant s'amuse beaucoup plus. Ahayoué, on dit normalement. Tu vois, n'est pas bolé, n'est pas délé, n'est pas yamilé. Et pourtant, certains clients émettent des réserves quant à sa consommation. Ils soupçonnent un mélange de la papaye et de la banane plantain lors de la préparation. Un avis récusé par les producteurs. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Il y a des rumeurs qui courent que le ahayoué, c'est de la banane, c'est quoi? C'est de la papaye coupée, puis on ajoute du sucre, bien. Il y a des menteurs qui le font. Il ne m'est jamais arrivé de constater autre chose que de la banane. Donc je m'inscris en faux contre cette assertion-là. Le ahayoué est classé de nos jours dans la catégorie des chips. Qu'il soit commercialisé de façon traditionnelle ou moderne, le ahayoué reste et demeure un mets dont nombre de Béninois se délectent. Les inconditionnels de la bonne sonorité le savent. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Elle a été instituée en 1982 à l'initiative du ministère français de la Culture dirigé à l'époque par Jack Lang. Le choix de fêter la musique le 21 juin n'est pas un hasard. Ce jour est celui du solstice d'été ou la nuit la plus courte de l'année. La manifestation a connu un succès croissant d'année en année jusqu'à devenir incontournable. Environ 130 pays, dont le Bénin et plus de 340 villes dans le monde célèbrent la fête de la musique. De la musique, on s'intéresse au cinéma. Pallier le manque de financement et d'infrastructures sont des défis qui s'imposent aujourd'hui au cinéma béninois. Les relever est indispensable pour véritablement positionner les œuvres cinématographiques béninoises à l'international. Mais en attendant, le cinéma béninois se ferait tant bien que mal un chemin. L'artiste comédien béninois Akambi Akala nous en parle au micro de César Atchadé et Judith Tossa. Le cinéma, c'est d'abord fait pour être vu en spectacle, dans les salles. Aujourd'hui, nous avons une salle qui s'appelle ce qui s'appelle. Moi, je m'en félicite. Mais nous sommes 11 millions de Béninois, dit-on. Et les 11 là vont regarder du spectacle cinématographique où? Ils iront tous à Oulanguédé? Non, il y a un problème. Il y a un problème. De plus en plus de Béninois produisent des films aujourd'hui qui méritent d'être valorisés parce que présentés en spectacle,
parce que le cinéma doit pouvoir rapporter de l'argent pour booster le cinéma. Mais si le film est fait et que ça ne se trouve que sur des supports fragiles, appelés supports vidéo, que c'est vendu à 200 ou à 300, comment voulez-vous que le producteur rentabilise? Comment voulez-vous que le réalisateur gagne de l'argent pour en faire d'autres? Donc le problème est total. Le problème est total. Nous devrons faire en sorte que le cinéma béninois finance le cinéma béninois. Et ce n'est pas dans l'état actuel de ce cinéma que le cinéma va financer le cinéma. Il faut que l'État béninois trouve les moyens de remettre en vogue, au travail, les salles du Bénin. De Cotonou à Porto Novo, de Porto Novo à Djougou, de Djougou à Parakou. C'est comme ça que le cinéma va être relancé. Parce que lorsque je fais un film, ce n'est pas pour l'avoir dans mon sac, ni dans mon tiroir. C'est pour être vu par les gens. Lorsqu'on fait des films que à peine 1 millième de Béninois voit à force de payer 200, 300 sur des cassettes qu'on ne peut même pas remettre une deuxième fois, l'industrie est en danger. Donc je considère qu'il y a beaucoup à faire pour que le film béninois soit vu à l'international. N'oubliez pas que certains parmi nous font déjà de merveilles. Le film béninois qui a eu le 2e prix au FESPACO, c'est pas du n'importe quoi. C'est en train de faire le tour du monde, comme beaucoup d'autres avant lui, comme beaucoup d'autres après lui. Mais il n'y en a pas encore suffisamment. Donc le cinéma béninois se voit à l'international, mais pas encore suffisamment. Au Kenya, l'industrie de la fleur envisage d'augmenter le volume des expéditions orientées vers les USA et qui transitent par Kenya Airways. La direction de la compagnie aérienne n'alloue actuellement qu'une capacité de 2 tonnes de fleurs dans ses cargos sur les 5 tonnes consacrées au secteur agricole en général. Cette capacité représente une goutte d'eau dans l'océan comparativement à la demande actuelle du marché américain de plus de 10 tonnes. Les exportateurs souhaitent alors que la compagnie et ses partenaires réfléchissent à la mise à disposition d'un vol de transport spécial dédié aux fleurs. La gestion pacifique des eaux et des lacs reste un enjeu de taille dans plusieurs pays africains. Pour se conformer aux directives des Nations Unies sur cette problématique, il se tient à Dakar une formation destinée aux acteurs concernés. Pour l'heure, le Tchad et le Sénégal sont cités en exemple. Lamine Touré de la RTS. Des questions, des contributions aussi. La compréhension des enjeux de la gestion efficiente des eaux transfrontalières intéresse ici tout le monde. La Convention sur les cours d'eau internationaux et celle d'Helsinki des Nations Unies sont 2 cadres réglementaires qui facilitent justement la coopération étatique dans le secteur. Il faut dès lors mettre à niveau les acteurs nationaux sur l'importance de ces mécanismes de régulation. Il y a toute une dynamique en ce moment. En Afrique, il y a 15 pays qui sont en train d'adhérer à la Convention sur l'eau ou aux 2 conventions. Ce qui vraiment est un phénomène très intéressant parce que les défis de l'eau en Afrique sont très forts et donc c'est important d'avoir un cadre légal et institutionnel fort. L'objectif est clair donc. Ces participants à cette formation régionale sont appelés à promouvoir une fois chez eux ces 2 conventions des Nations Unies. Ceci dans le seul but de les promouvoir et d'arriver à gérer pacifiquement les cours d'eau transfrontaliers. Aujourd'hui, l'opportunité qui nous est offerte par la Commission sur l'eau de l'Union des Nations Unies est une opportunité, encore une fois, d'approfondir nos connaissances dans ce domaine-là et surtout de nous outiller pour que le cadre légal que nous avons puisse participer à l'amélioration de la gouvernance de l'eau dans notre espace. Ce bouillonnement intellectuel sur la question de l'eau, surtout à Dakar, se trouve justifié. Le pays est déjà dans des dispositions opérationnelles pour la bonne tenue du Forum mondial de l'eau en 2021. C'est dans ce contexte que les OMD en matière d'accès en eau potable ont été atteints en 2015 et l'objectif actuel est d'atteindre l'accès universel à l'eau avant 2030. Notre hydrodiplomatie connaît un rayonnement certain et se traduit par notre présence dans différents panels de haut niveau. Et c'est cet engagement de tous les jours qui a permis à notre pays d'être choisi pour accueillir le prochain Forum mondial sur l'eau qui se tiendra à Dakar en 2021. Le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau appelle les autres États africains à suivre les pas du Tchad et du Sénégal, 2 pays qui ont adopté une réglementation mondiale en matière de gestion des cours d'eau
au niveau transfrontalier. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, le grand rendez-vous se poursuit. Merci à vous, Estelle Pazot. Le dernier plateau ce soir, il s'agit de l'Espère. Voilà, nous recevons sur ce plateau Roland Alavor. Bonsoir. Bonjour. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Avec vous, on parle des lois au Bénin qui sont plus accessibles à tous dorénavant, mais c'est rare hein, d'avoir des jeunes qui s'intéressent aux lois, c'est peu commun. Quel est votre intérêt particulier dans ce choix? Bien, bonjour, je redis le bonjour aux téléspectateurs. Les lois, ce sont les fondements de la cité, ce sont les éléments qui disent ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a le droit de faire ou non dans la cité. Jeunes, nous nous y intéressons parce que justement, nul n'est censé ignorer la loi. Et du moment où je passe mes 18 ans, je me retrouve, bien qu'avant j'ai des droits et des devoirs, je me retrouve plus en apte de répondre de mes actes aux yeux de la loi. Donc, jeunes, oui, nous nous y intéressons parce que nous avons identifié que nous avons la capacité de faire quelque chose pour aider nos frères et sœurs à mieux connaître leurs droits et devoirs. D'accord, mais près de 1000 lois hein, en cours au Bénin. Toutes ces lois-là peuvent-elles être à la portée de tous? Déjà, il faut reconnaître que toutes les lois, si je peux le dire ainsi, ne s'adressent pas à tout le monde, selon le contexte dans lequel ça a été voté, selon les intérêts dans lesquels ça a été voté. Mais il y a certaines lois quand même qui s'appliquent à tous, qui sont plus d'intérêt pour certains que d'autres. Si, et qui ont des impacts sur tout le monde. Voilà. Si je suis entrepreneur, j'ai plus d'intérêt à retrouver les lois qui parlent de taxes et tout ça que quelqu'un qui est employé d'une entreprise qui n'en a pas forcément grand-chose à faire. Donc oui, chacun a des lois qui s'adressent plus spécifiquement à lui que d'autres. Et nous pensons qu'on peut faire plus, en tout cas, que ce qui est fait actuellement pour permettre à chaque citoyen de connaître ses droits et devoirs. D'accord, on le dit toujours, hein, je crois que nous tous nous sommes convaincus de cela, nul n'est censé ignorer la loi, mais comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse avoir accès à la loi? Bien, il faut déjà savoir que la loi se vote à l'Assemblée nationale avec des L'Assemblée aujourd'hui qui a un site, hein, il faut l'avouer. Oui, bien sûr. Donc, les lois sont votées, puis promulguées, puis mises en conformité. Et ensuite, il y a les organisations de la société civile, des organismes particuliers qui s'engagent dans la vulgarisation de ces lois-là. Donc, faire connaître les lois aux populations, c'est déjà les vulgariser. Et ce qu'on connaît jusque-là, c'est qu'on met la loi dans un document qu'on met à la librairie pour ceux qui en ont la capacité d'aller l'acheter. Et cela aussi affiché au journal officiel? Bien sûr, affiché au journal officiel et publié sur le site du gouvernement sous la forme de fichiers PDF. Puis, il y a des séances de formation, d'information auprès des populations pour les informer, surtout pour les lois jugées importantes pour elles. Maintenant, il y a ces activités-là qui sont faites avec leurs avantages, leurs limites. La difficulté la plus flagrante, c'est déjà que tout le monde n'a pas le niveau intellectuel. Donc, parfois, il y a des méthodes plus adaptées que d'autres selon la cible. D'accord. Quand on parle de vulgarisation, ce qui est sûr, on dit que tout le monde devrait pouvoir être sensibilisé sur le sujet, mais c'est difficile de couvrir toutes les 77 communes que compte le Bénin. Et pourtant, ces lois s'appliquent à tout le monde. C'est ce qui explique d'ailleurs votre intérêt à vous. Mais comment, par quels moyens, on peut s'assurer que ces populations-là, celles qui sont à Boukoumbe, à Tchoumi-Tchoumi, puissent aussi avoir accès à ces informations? Bien, aujourd'hui, ce que nous travaillons à faire, c'est déjà de mettre à profit le numérique, c'est-à-dire mettre en application ces lois-là pour permettre à nos populations de pouvoir très facilement avoir ces lois sur leur téléphone mobile. Et nous essayons d'aller au-delà de leur donner le test, parce que la loi parfois peut être volumineuse. Par exemple, nous avons la loi la plus lourde au Bénin qui fait 322 pages, qui parle de la fixation des bureaux de vote et tout ça. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est mettre ces lois-là en application mobile que les gens peuvent télécharger et avoir sur leur téléphone. Alors, l'intérêt, c'est que lorsque vous êtes en face d'une situation, vous n'avez pas besoin de connaître tout le contenu de la loi tout de suite.
vous pouvez aller à l'intérieur faire une recherche et ça vous dit l'article exactement dont vous avez besoin. Exactement, qui parle de cette situation que vous traversez. Et si vous trouvez que c'est suffisamment long, que vous n'avez pas le temps de le lire, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour l'écouter en audio. Et si vous trouvez que c'est une loi qui peut être intéressante pour telle ou telle autre situation, vous l'ajoutez aux favoris ou vous l'envoyez à un ami à travers les réseaux sociaux. On peut le partager. Voilà. D'accord, mais jusque-là, tout se passe en français. Nous avons une population, qu'on le veuille ou pas, tout le monde ne comprend pas français. Est-ce que ce ne serait pas mieux accepté si cela passait aussi par les langues locales? Bien sûr. C'est qu'il faut, quand vous commencez une activité, avoir des niveaux d'échelle. Étape par étape. Voilà. Et l'échelle où nous sommes actuellement, c'est déjà d'arriver à mettre le maximum de lois possibles en application mobile, en test. Là, vous en êtes à combien? On en est à 18, mais très bientôt, nous sommes en train de lancer une campagne qui va se tenir du 15 juillet au 31. Et le 31 sera une journée de lancement officiel. On en est à 18 parce que jusque-là, en fait, on fait pour chaque loi une application. Nos utilisateurs l'ont essayé et nous ont dit ce que vous faites c'est intéressant, mais on aimerait avoir le tout dans une application unique. Du coup, on a pris du recul pour améliorer la façon de faire. Et voilà pourquoi nous revenons avec cette campagne. Mais comment s'opère le choix des lois? Bien, on a identifié en fait que du millier de lois qui sont en vigueur au Bénin, il y a un certain nombre qui sont des lois portant autorisation de ratification de telle ou telle autre loi, qui sont généralement en 2 articles. La loi permet l'autorisation de ratification, puis la loi sera exécutée comme loi d'État. Donc pour nous, on a d'abord retiré essentiellement cette loi-là, parce que très peu consistante pour poser un problème de lecture. Donc nous avons classé les lois par ordre de consistance en termes de volume, puis après nous avons retiré celles qui sont abrogées, et ensuite nous avons décidé des plus consistantes et les plus importantes pour les populations. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait. Oui, mais souvent, quand on parle de loi, quel est l'intérêt de les rendre si accessibles aux populations? Bon, déjà, généralement, c'est quand on est devant un tribunal et qu'on est l'accusé qu'on se rend compte qu'il y a une loi qui nous refuse de faire la chose la plus banale. Aujourd'hui, on bastonne les enfants à la maison comme si c'était suffisamment naturel, mais la loi est contre ça. Puis le jour où on vous met dans une situation un peu plus légale, où vous êtes dans un procès, vous vous dites, ah ben si je savais. J'aurais dû savoir. Donc c'est important pour nous de mettre la loi à la disposition des populations. Et mieux, quand vous vous retrouvez là-bas, c'est cette phrase fameuse-là qui revient tout le temps. Vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Voilà, donc c'est l'intérêt pour nous. Et voilà, nous essayons de faire. D'accord, on comprend qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut réduire un certain nombre de difficultés, mais on est toujours dans un pays qui n'est pas encore assez numérisé. Cela doit faire partie des difficultés. Bien, ça fait partie des difficultés. Et tout à l'heure, vous avez énoncé une question que j'ai peut-être omis de répondre. C'est la langue nationale. D'accord ? Le Bénin n'est pas suffisamment numérisé, mais il faut reconnaître les progrès qui sont faits. En moins de 3 ans, on a fait plus de 700% de progression. Et aujourd'hui, je vois les mamans qui utilisent les téléphones portables pour aller voir comment on fabrique du gâteau en ligne. Donc aujourd'hui, on en est là. Demain, on ne sait pas encore où est-ce qu'on en sera. Mais pour la cible que nous avons identifiée, elle est suffisamment... elle a l'habitude du numérique et elle saura utiliser l'outil. Et quand je parlais de la langue nationale tout à l'heure, c'est que la plus grosse difficulté que nous avons, c'est que la loi en elle-même n'est déjà pas traduite en langue nationale sous fichier transcrit. Ah, d'accord. Voilà, donc la loi, c'est la loi. Là, vous jetez un pavé dans la mare des députés. Chers honorables députés, nous avons besoin que ces lois soient transcrites, c'est ça, non? Tout à fait. En langue. Tout à fait. Et ça reste même l'autre volet du projet. Voilà pourquoi je parlais d'échelle. Nous avons travaillé avec un certain nombre de startups qui font déjà des efforts, sauf que la loi est la loi. Et il faut faire très attention quand oui, parce que déjà dans l'interprétation, si on interprète mal et que cela passe mal... Et vous êtes responsable. Bien sûr, puisqu'on dira, c'est avec vous qu'on a su que c'est elle et pas l'autre. Donc on a connu des jeunes qui font aussi comme nous de très bon travail et avec qui nous pensons que si on avait, parce qu'ils font le travail mais il n'est pas formel. Donc si on avait un quitus qui nous permet de faire de la recherche pour approfondir ces travaux-là, avec nos députés, avec nos journalistes, on pourrait arriver à mettre quelques lois les plus importantes
en langue nationale pour nos populations. D'accord, de toutes ces lois-là, laquelle vous êtes le plus intéressé? Bon, moi je suis numéricien, donc c'est clair que c'est le code du numérique. Mais il est volumineux aussi, vous parlez tantôt de notre article. Tout à fait, et je pense que c'est l'une des choses qui nous rend très heureux d'avoir découvert cette façon-là de faire passer la loi. Le code du numérique fait plus de 1000 articles, et quand vous le prenez, vous n'avez pas forcément envie de lire. Oui, mais au moins il est bien structuré, très bien étape structuré, par étape. Franchement, il faut reconnaître que et ça existe déjà aussi en fichier. Bien sûr. En fichier, oui, c'est le volet audio que nous nous mettons le plus en avant, parce que même en fichier, il faut avoir du temps. Oui, mais en audio, 1000 articles, ça va être difficile. Hein? C'est ce qui est intéressant, nous ne faisons pas la lecture de la loi du premier article au dernier article. Vous choisissez l'article que vous voulez écouter en audio. Ça vous permet de suivre, ça vous permet aussi de prendre des notes ainsi dessus. D'accord. Et quel est l'impact que vous pensez que cette application pourrait avoir sur le public qui Oui, déjà on a commencé il y a un moment. Ça nous a valu des distinctions, notamment en Côte d'Ivoire où on a été premier meilleur start-up de la catégorie service public au prix jeunesse francophone 35-35, puis jeune francophone de l'année à cette même compétition. Et c'est des applications, je disais tout à l'heure que pour chaque loi nous faisons une application. Nous avons déjà eu plus de 28 000 téléchargements avec des gens qui nous ont fait des retours, desquels nous avons appris pour l'améliorer. Et l'impact que nous voulons avoir, c'est déjà d'arriver à avoir plus de Béninois. Nous restons réalistes, plus de Béninois qui connaissent leurs droits et devoirs. Et pour nous, même quand on en gagne un, c'est important. D'accord, merci à vous Roland Lavon. Nous rappelons que vous êtes développeur informatique. Avec vous, nous nous sommes intéressés aux lois au Bénin, comment les rendre plus accessibles à tous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le grand rendez-vous est en train d'aller vers sa fin. Nous faisons ensemble le rappel de la météo pour vous qui venez de nous recevoir. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, 4 rubriques étaient au menu ce soir. Les changements climatiques touchent toutes les couches de la société et pour y faire face, l'engagement de tous est primordial. Un engagement qui peut s'exprimer à travers le militantisme. Nous en avons parlé dans Nature et Bien-être. Nul n'est censé ignorer la loi, mais au Bénin, les lois ne sont pas connues de tous. Avoir un accès facile aux lois pourrait être un début de solution. L'espère aujourd'hui s'y est intéressé. La série sur les métiers du cinéma se poursuit. Metteur en scène, on le confond souvent avec le réalisateur, à tort évidemment. Quelles sont les attributions du metteur en scène au cinéma? Nous avons reçu plutôt pour vous sur ce plateau Claude Balogun. Il est metteur en scène et réalisateur. Que vous le portiez tous les jours ou pour les grandes occasions, il y a plusieurs raisons d'aimer le parfum et ce soir, nous avons parlé du parfum comme signature. Nous en avons parlé dans Beauté au pluriel avec
Fulgencia Routondier et son invité. C'était donc là le menu du grand rendez-vous de ce soir. Vous pouvez encore nous retrouver en ligne ou continuer par suivre BB24 pour les revoir en rediffusion. Nous passons à présent à notre instant citation avec la complicité de la réalisation. La musique, c'est partout pareil. Ça rassemble, ça fait du bien, c'est un langage commun. La musique, c'est partout pareil. Ça rassemble, ça fait du bien, c'est un langage commun. C'est une citation qui nous vient de Jacques Lang. Et vous l'avez compris, c'est dans le cadre de la journée de la musique. Nous souhaitons une très bonne journée de la musique à tous les mélomanes et à tous les acteurs du monde de la musique. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir reçus.